Bonjour, bienvenue sur le plateau télévisé de West Industries. Nous sommes depuis ce mardi matin et jusqu'à jeudi, donc pendant 3 jours, réunis à Rennes Parc Expo autour de 250 acteurs de l'industrie de Bretagne et des Pays de la Loire. Et sur ce plateau télévisé, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir des chefs d'entreprise et des acteurs de l'économie pour parler des grands sujets relatifs à l'industrie aujourd'hui. Parmi ces sujets, j'allais dire presque un fil rouge, un des fils rouges. C'est l'enjeu de la réindustrialisation de notre pays, évidemment considéré comme une opportunité extraordinaire pour nos entreprises. Et puis, dans ce chapitre de la réindustrialisation, on peut l'aborder à travers le sujet qui nous réunit sur ce plateau, tous les trois, celui de la relocalisation et de la relocalisation par les achats. Je vais vous présenter dans un premier temps Françoise Restif, chef de mission relocalisation et transition écologique à Bretagne Développement Innovation, qui est l'agence économique régionale que tout le monde connaît bien. Ce programme s'appelle donc relocalisons.bzh, lancé par la région. Vous en êtes le coordinateur. En quoi consiste-t-il ? Alors, c'est un projet qui vise à sensibiliser, inciter les entreprises à relocaliser leurs achats au plus près, en Bretagne de préférence, mais ça peut être aussi en France, voire en Europe. Vraiment l'idée de raccourcir la chaîne d'approvisionnement. Et puis, on a mis en place des petites actions, des petits dispositifs pour accompagner les entreprises selon leurs besoins, justement pour trouver des fournisseurs en local. Le point de départ de l'histoire, c'est le constat qu'on achète beaucoup en dehors de l'Europe, beaucoup en Asie, évidemment. Tout à fait. Et que là, on a un levier intéressant pour relocaliser et réindustrialiser. Qu'est-ce qui bloquait, en fait ? Qu'est-ce qui va permettre, si on prend les choses de manière positive, de débloquer la situation ? Alors en fait, depuis qu'il y a beaucoup une question de mentalité, de réflexe. Il y a dans beaucoup d'entreprises, notamment d'entreprises bretonnes, plus que dans d'autres entreprises de d'autres régions, un réflexe pour acheter en local, pour favoriser les autres entreprises du tissu économique, pour soutenir l'industrie localement. Mais il y a aussi un réflexe qui s'est ancré depuis les années 80, d'acheter loin, d'acheter pas cher, d'acheter en Asie, voilà, de baisser au maximum les coûts. Et donc, l'idée, c'est vraiment de re-questionner les critères, les choix pour l'achat, questionner aussi l'existence ou non d'une stratégie d'achat, parce que les entreprises connaissent les achats qu'elles effectuent, où est-ce qu'elles les effectuent, est-ce qu'il y a des risques associés, est-ce que ce serait pas intéressant d'acheter plus près, bien sûr pour créer de l'activité et de l'emploi chez les voisins, mais aussi parce que pour l'entreprise, ça lui permet d'être plus solide, de pouvoir faire face plus facilement aux chocs, de pouvoir aussi avoir un impact environnemental, un impact territorial. Voilà, donc c'est vraiment questionner les entreprises, qu'elles se remettre en question, en fait. C'est tout simplement ça. C'est une démarche de remise en question d'abord, en fait. Oui, c'est pas toujours facile à faire, individuellement ou collectivement. Mais c'est vrai qu'il faut se poser la question. La plupart des entreprises ne savent pas quelle est leur part d'achat en local. Elles savent qu'elles en font. Elles se disent que ça peut être difficile d'aller plus loin. Mais en fait, comme elles n'ont pas quantifié, c'est compliqué d'aller plus loin et de s'améliorer. D'où l'idée de cet indice breton de l'achat local, l'IBAL. Tout à fait. Racontez-nous l'histoire. Alors, en fait, cet indice, on ne l'a pas inventé. On s'est appuyé sur un outil qui avait été mis en place par l'UMM, qui est un de nos partenaires, dans le cadre de leur charte industrielle engagée pour mon territoire, et de un petit calcul, justement, d'ancrage territorial. Et donc, nous on se l'est approprié dans le cadre du projet Relocalisons, qui est un projet collectif, justement pour questionner les entreprises et qu'elles prennent conscience de leur part d'achat sur un an en Bretagne, en France, en Europe et hors Europe, puisque ça permet de se dire tel achat n'est pas localisé en Bretagne, mais pourra peut-être l'être. Donc voilà, ça permet vraiment de se re-questionner sur ce qu'on fait. Alors moi, je suis chef d'entreprise, je dirige une petite entreprise industrielle ici en Bretagne. J'ai envie de savoir, effectivement, où est-ce que j'achète exactement, d'où viennent exactement les produits que j'achète. Je m'y prends comment pour créer cet indice, pour entrer dans ce dispositif ? Alors, c'est très simple. Vous avez sur le site www.relocalisons.bzh une petite présentation en fait de la méthode de calcul et puis aussi un visuel dont l'entreprise peut s'approprier. En fait, on prend les chiffres comptables sur un an et puis en effet, par les codes postaux, on arrive à voir d'où vient
d'où viennent les achats. C'est simple à faire lorsqu'on a ces informations. Donc, ce qu'on mesure, c'est l'achat qu'on effectue auprès de son fournisseur de rang 1. Oui, tout On à n'est pas fait. capable, en revanche, avec cet indice, mais peut-être pas capable du tout court, si ça se trouve, d'identifier ce qui se passe derrière. C'est-à-dire si ce fournisseur s'est lui-même fourni en Chine, par exemple, ça n'apparaît pas dans l'indice. Ça n'apparaît pas dans cet indice, c'est vraiment un indice de sensibilisation, de prise de conscience. Les entreprises peuvent aller plus loin, faire une ACV, entrer plus dans le détail, mais tout d'abord, savoir où on achète, et après, on peut se poser la question de savoir d'où ça vient. Alors justement, ça débouche sur, une fois qu'il est identifié, cet indice, cet IBAL, ça débouche ensuite sur un plan d'action dans lequel vous intervenez auprès des entreprises pour les accompagner. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors après, donc, l'idée, c'est que les entreprises puissent valoriser cet IBAL, notamment vis-à-vis des collectivités, vis-à-vis des banques aussi, dans leur démarche RSE, puisque voilà, dans le cadre des reporting extra-financiers, le critère de l'ancrage local est important et cet IBAL peut être un outil. Et puis après, pour la définition du plan d'action, de la stratégie d'achat, en effet, l'IBAL est un outil de suivi dans la durée des actions et leur impact. Et nous, on peut aider les entreprises, notamment pour rechercher des fournisseurs en local, des fournisseurs ou des prestataires. Elles nous disent quels sont leurs besoins. Et nous, on peut regarder dans nos bases de données, mais aussi à travers le réseau des partenaires, si on connaît les entreprises et leur proposer quelques noms. Il n'est pas rare, dit-on, qu'une entreprise découvre que dans sa rue ou dans sa zone d'activité, elle a un fournisseur tout près qui pourrait lui proposer les mêmes produits, voire mieux. C'est effectivement une réalité aujourd'hui, c'est-à-dire la méconnaissance finalement de l'offre réelle de son propre territoire. Oui, cette méconnaissance, elle est réelle. On ne connaît pas toujours ses voisins, nous non plus d'ailleurs. C'est le cas pour les entreprises. Souvent, ils ont une approche très sectorielle, leurs fournisseurs, leurs clients. Et puis parfois, elles veulent avoir un produit spécifique, alors qu'en fait, elles ont besoin de quelque chose qui réponde à un besoin. Et donc, des fois, il faut re-questionner le besoin et peut-être qu'en travaillant en local, on a la bonne réponse. Alors, ce programme, donc IBAL, vous l'avez lancé en 2022 à titre expérimental, d'abord auprès d'une dizaine d'entreprises. Quel a été le bilan de cette première salve d'audit ? Alors, on s'était appuyé tout d'abord sur l'étude Reloc qui avait été réalisée en 2021 par Produits en Bretagne pour quantifier les impacts potentiels de la relocalisation et ensuite pour travailler sur la mise en place du dispositif concret. En effet, on avait lancé une expérimentation auprès d'une petite dizaine d'entreprises. Ça nous avait permis tout d'abord de bien qualifier les besoins des entreprises. On s'était rendu compte qu'ils étaient très diversifiés et qu'on ne pouvait pas avoir quelque chose clé en main pour toutes, puisque les petites entreprises ont des besoins différents des grandes entreprises qui ont un service achat structuré. Et puis l'entreprise qui est déjà impliquée depuis longtemps dans des achats locaux a besoin d'être ponctuelle. Par exemple, justement, sur l'identification d'un fournisseur pour un nouveau besoin, on re-questionner un fournisseur existant. Et puis, d'autres entreprises, elles, voulaient se lancer dans la démarche, démarrer de rien. Donc c'est vraiment, les besoins sont vraiment très diversifiés. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé de mettre en place des outils. Donc, l'IBAL, la charte de relocalisme et d'achat en Bretagne, la recherche de fournisseurs, une formation sur le coût complet qu'on met en place aussi avec la CCI formation qui aura lieu en septembre pour inciter les entreprises à prendre en compte l'ensemble des coûts dans leurs critères d'achat, pas que le prix facial, mais tous les coûts associés, les coûts du transport, du stockage, pour les machines, les coûts d'entretien, de fonctionnement, le SAV. Les coûts de non-qualité. Les coûts de non-qualité, tout à fait. Tous les coûts liés au risque, alors qu'ils ne sont pas toujours quantifiables, mais qu'il faut au moins identifier. Et tout ça, c'est dans votre programme d'action, donc la stratégie que vous avez élaborée, ce plan d'action pour les années 2024-2025. Ça, c'est tout à fait. Vous avez structuré cela de manière claire sur la période. Oui, on a défini donc avec les partenaires, donc sous le pilotage de Loïc Hénaf, en tant que conseiller régional aux relocalisations, un plan d'action collectif. Donc nous, en tant que BDI, on s'est engagé à mettre en place différentes actions, mais les partenaires également. Donc comme ce soit, comme je te disais, l'UMM, le MEDEF, l'ABEA, la Fédération du bâtiment, la CCI, Produits en Bretagne. Voilà, chacun a défini des actions précises. Et donc là, on fait un suivi, action par action, pour voir qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et comme ça, on pourra faire un bilan en fin d'année et voir est-ce qu'on continue et sous quel format. Alors, il y a des gens
comme vous à relocalisons.bzh qui incite les entreprises à acheter autrement, à acheter ailleurs qu'à l'endroit où elles avaient l'habitude de le faire. Et puis, il y a des gens qui proposent des solutions différentes, des pistes en tout cas différentes pour acheter. Arnaud Moulin, vous êtes le cofondateur de Blue Market. C'est une plateforme de réemploi industriel. Vous l'avez créée en février 2022 à Rennes, mais avec une ambition d'emblée nationale. Vous êtes aujourd'hui 6 collaborateurs. En quelques mots, en quoi ça consiste, Blue Market, qui aurait pu s'appeler Green Market d'ailleurs, soit dit en passant? Oui, bonjour, merci. Alors, on aurait pu s'appeler Green Market, mais on a préféré Blue Market pour des raisons, pour une anecdote plutôt personnelle sur ce qu'on avait pu essayer de réemployer dans l'industrie et aussi pour éviter justement de coller à l'image du greenwashing. Ouais. Puisque nous, notre activité, c'est vraiment d'aider des industriels directement qui ont des sujets à réemploi, qui peuvent les aider à réduire leurs coûts, à favoriser le local, bien sûr, et surtout à remettre du bon sens dans l'usage en fait qui peut être fait sur des pièces, des équipements, des machines, de la matière. C'est-à-dire que quasiment tous les industriels ont à un moment des équipements ou des pièces qui ne leur servent plus pour plein de raisons. Un achat justement qui a mal été fait ou un achat sur projet qui n'a pas été réalisé ou tout simplement un équipement qu'on a renouvelé mais on ne sait pas quoi faire de l'ancien. Ouais. Et puis notre rôle, ça va être d'essayer de faire en sorte que plutôt que ces équipements meurent dans l'usine et qu'ils soient jetés ensuite comme des déchets, on va essayer de leur trouver une nouvelle vie avec un nouvel usage industriel. Et donc, dans l'autre sens, on accompagne aussi des industriels qui cherchent à faire des achats, mais en évitant de l'achat neuf, à la fois pour des sujets économiques et environnementaux, mais aussi, encore une fois, pas du bon sens. Des fois, on a des industriels qui me disent moi, j'ai un vieil équipement, j'aimerais bien en avoir un deuxième. Sauf qu'aujourd'hui, on me propose une Ferrari. Mais moi, mon vieil équipement, il me va très bien, c'est une Clio, elle est parfaite. Nous, on va justement les aider à trouver cette Clio-là qui correspond vraiment à leurs besoins. Ouais. Et là, on a coché toutes les cases. Bon, vous êtes le Vinted de l'industrie, c'est une super idée, un truc absolument génial, sauf qu'il faut trouver d'abord le gisement. Vous l'avez dit, il est probablement énorme, mais il est complètement diffus. Comment vous faites pour identifier, mobiliser et aller récupérer à gauche, à droite c'est la matière première? C'est une bonne question et c'est jamais facile. Il faut aussi être honnête dans les sujets réemploi. C'est quasiment toujours faisable. On a beaucoup de solutions aujourd'hui, mais c'est jamais très facile non plus. Il y a toujours des petites subtilités. On reste dans des environnements industriels, parfois très contraints, normés, et on doit s'y plier. Donc, nous, ça fait partie de notre expertise d'aller voir les industriels, d'aller chez eux et de se rendre compte du matériel pour voir l'état de fonctionnement, pour voir le potentiel qu'il peut y avoir sur le marché, à la fois économique, mais aussi l'intérêt par rapport aux acheteurs en face. Donc ça fait partie de notre expertise. On les accompagne. Et puis après, on va leur faire en fait un menu un peu sur mesure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir leur proposer soit de mettre directement en ligne leurs annonces sur la marketplace, soit de leur créer des fois des espaces privés sur lesquels ils vont pouvoir traiter des sujets réemploi spécifiques entre différents sites avec certains de leurs partenaires, clients, fournisseurs, en proximité dans la zone, etc. Et puis, on va pouvoir comme ça décliner toute une gamme de services pour faire en sorte que le réemploi soit le plus efficace possible par rapport à leur activité et leurs objectifs stratégiques. Est-ce que je veux réduire les déchets? Est-ce que je veux gagner de la place? Est-ce que je veux avoir des délais d'approvisionnement plus petits? Donc, on va s'adapter à leurs enjeux. Votre principe, c'est donc le sur-mesure. Ce n'est pas a priori massifiable, cette histoire. Alors, c'est massifiable, mais pas surtout. Et c'est ça, justement, qui est intéressant, c'est que le réemploi, c'est très varié. On a parfois des industriels qui nous proposent des lots absolument gigantesques et qui ont beaucoup de temps pour les vendre. Dans ce cas-là, c'est très facile à massifier. Nous, on peut donner de la visibilité via notre marketplace à tous ces équipements ou ces pièces. Et puis derrière, on sait qu'on va pouvoir avoir peut-être des milliers de transactions pour des entreprises qui vont acheter du coup de manière plus responsable. Donc ça peut être massifié. Mais il y a des cas aussi où c'est très spécifique. Des industriels qui nous disent, là, j'ai besoin sur la fin de ma ligne de production de modifier mon packaging et j'aimerais trouver une solution en seconde main. Et donc là, ça va être très spécifique. On va aller chercher des partenaires. On a tout un réseau de partenaires et on va travailler avec eux le cahier des charges, potentiellement faire un peu d'études pour être sûr que ce soit bien adapté et avoir une phase de reconditionnement ou de remise en état des machines d'occasion pour essayer d'avoir le même niveau en fait de qualité que s'ils avaient acheté du neuf. Concrètement, aujourd'hui, vous avez un lieu, un entrepôt où vous rassemblez la matière que vous avez trouvée, où vous la restaurez, vous la rénovez, vous la mettez en forme pour pouvoir la revendre ensuite. Alors aujourd'hui, c'est une très bonne question parce que on n'a pas d'entrepôt propre. On sent que les questions sont préparées. Mais on n'a pas d'entrepôt à nous. Par contre, et justement parce qu'on essaie de favoriser le fait qu'un équipement part directement d'un industriel pour aller chez un autre industriel et le plus localement possible, c'est ce qu'on veut favoriser. Mais lorsqu'on a un besoin de stockage, parce que c'est inévitable et que économiquement ça vaut le coup, alors on a des solutions via nos partenaires.
Et que c'est pour ça que là, vraiment, l'enjeu du sur-mesure est vraiment important. 3 ans de recul à peu près depuis la création de votre plateforme. Quel bilan vous tirez? Combien quels chiffres vous avez réussi à réaliser et quel bilan? Alors, ça fait 3 ans qu'on existe, en effet. On est basé à Rennes, mais on travaille maintenant partout en France. Ce qui est clair pour nous, c'est que la tendance, elle est vers le réemploi. Il y a de plus en plus d'entreprises qui nous contactent, qui recherchent des solutions. Et aujourd'hui, on a ces solutions. Elles existent. Donc, c'est vraiment la bonne nouvelle. Ce qu'il faut mettre en parallèle aussi, c'est qu'il y a beaucoup de freins. Et c'est normal, parce que c'est plutôt nouveau. Même si la pratique, elle existe depuis des dizaines d'années, c'est nouveau de le considérer comme étant une règle, une pratique d'achat, une habitude de travail. Et donc, nous, on est heureux, à bout de ces 3 ans-là, d'avoir convaincu plusieurs centaines d'industriels de passer le pas. Et on travaille des sujets très différents avec eux, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on va aussi avoir des gains très différents. Et on a parfois des industriels qui ont juste besoin d'une pièce qui va coûter peut-être 300 €, sur lequel nous, on va gagner quasiment rien, mais ils sont super contents, ils vont nous recommander. Et à côté de ça, on a des super projets avec des grands groupes où sur une opération, on va pouvoir leur faire économiser 100 000 € parce que par rapport à du neuf, ils ont un vrai gain économique. Et ça, on est en train de multiplier maintenant avec ces grands groupes ce genre d'opération. Et pour nous, c'est une vraie preuve de succès parce que ça veut dire que la bascule est en train de se faire pour que ça devienne quelque chose de normal de faire du réemploi. Alors, normal, c'est-à-dire considéré comme normal par les acteurs industriels. Est-ce que quand vous y rêvez la nuit, vous vous dites qu'une réglementation, un peu comme chez les particuliers, l'obligation de confier sa vieille machine au revendeur, enfin au vendeur suivant, pourrait être mise en place et qu'il y aurait une obligation finalement pour les acteurs industriels de réfléchir vers les filières de recyclage de leurs vieilles machines. Oui, alors c'est vrai que déjà nous on est des passionnés, donc en effet on en rêve. Ouais. Des fois c'est plus des cauchemars, mais globalement on en rêve. Ensuite, on essaye, alors il y a des sujets recyclage qu'on est amené à traiter, mais nous l'objectif c'est vraiment d'éviter le déchet et d'éviter le recyclage dans la mesure du possible. Et sur comment dire, les freins, ou en tout cas les potentiels avantages d'avoir la législation qui évolue, en fait c'est déjà le cas. Simplement beaucoup d'entreprises ne le savent pas ou ne savent pas comment le mettre en place. Il y a eu des sujets avec la CSRD, il y a eu la loi sur l'industrie verte, il y a eu beaucoup de textes européens qui ont poussé vers les achats responsables et vers l'économie circulaire dans l'industrie, Oui. mais c'est très peu connu. Ouais. Et en fait, bien sûr que ça a un avantage et qu'il faut continuer à le développer, même si aujourd'hui, avec la conjoncture économique, on sent que c'est un petit peu quand même tendu. Mais pour nous, c'est surtout derrière le fait de montrer le gain économique, parce que quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre, on en revient à ça. Et là, c'est là où il faut s'intéresser justement au coût global d'acquisition. Oui. C'est que quand on parle du gain économique, c'est pas juste le prix d'achat, c'est vraiment l'ensemble. Et nous, c'est là-dessus qu'on va travailler. C'est leur dire, mais écoutez, certes, par exemple, vous avez acheté un équipement à 90 000 €, on va le revendre 9 000. Donc, de votre point de vue, vous avez fait une énorme perte, vous n'êtes pas content de nous. Et en fait, si vous regardez plus largement, vous dites que cet équipement qui ne sert pas déjà, il va servir à quelqu'un d'autre à côté. Donc, ça va peut-être être un intérêt d'un potentiel futur partenaire ou autre, mais au-delà de ça, économiquement, vous avez évité la perte parce que votre équipement, il est décoté, donc comptablement, vous avez une perte, et vous avez évité le déchet et le coût de traitement de déchets, plus le CO2 qui aurait été émis, qu'on peut aussi quantifier. Et quand on regarde tout ça, qui n'apparaît pas dans l'encadrement de la complètement. Et quand on regarde tout ça, on se rend compte que pour l'industriel, c'est un choix qui est vraiment bénéfique. Il a vraiment un gain à le faire, avec une contrainte qui n'est pas énorme. Une fois qu'on a passé le frein, je dirais, organisationnel de l'habitude de travail, une fois que ce frein-là est passé, alors le gain est quasiment toujours présent. Françoise Restif, en quoi cette initiative née ici à Rennes vous paraît intéressante, emblématique, au point que BDI en est partenaire, ou qu'ils sont partenaires de BDI? Oui, Blue Market est adhérent de BDI, et puis on avait valorisé aussi l'entreprise et la démarche sur le site Relocalisons. Pour nous, ce sont des démarches exemplaires. C'est que avec la relocalisation d'activités par les achats, on fait le lien avec les transitions environnementales, ce qui permet justement de réduire l'impact carbone, mais aussi de travailler sur les sujets d'économie circulaire, puisque acheter en local, c'est des approvisionnements plus durables. En effet, ça permet de se re-questionner sur est-ce qu'on ne pourrait pas allonger la durée de vie du produit, est-ce que c'est pas mieux parfois de le réemployer. Dans ce cas-là, en effet, en général, c'est en local. Ça permet aussi de se re-questionner, par exemple, sur l'éco-conception. On produit quelque chose en local avec des intrants locaux, peut-être qu'on ne va pas le fabriquer de la même façon qu'en Chine. Et dans ce cas-là, peut-être ce sera quelque chose de plus simple, qui sera en effet plus facilement recyclable s'il doit être recyclé, quelque chose de plus durable. Et là, on peut même se poser la question de est-ce qu'on a besoin d'acheter ce produit ou de vendre ce produit? Est-ce que c'est pas un service qui peut être associé? Et dans ce cas-là, justement, on vend l'usage
du produit, en fait, plutôt que de vendre le produit en lui-même. Et donc, après, on peut le récupérer et le réinjecter, en fait, et éviter tout simplement les déchets. Voilà. Et donc, il y a des solutions qui sont malignes. C'est forcément local, Alors, le réemploi. Justement, je voulais donner quelques exemples. On parlait de chiffres tout à l'heure. Ouais. Nous, on a regardé un peu nos statistiques et la plupart des transactions, sur en tout cas des sujets assez simples, ça se fait à moins de 50 km. Et bien souvent, c'est même dans la zone d'activité, ou on va dire zone industrielle ou équivalent. D'un point de vue économique, ça se comprend. La valeur résiduelle étant relativement faible, on ne peut pas aller la chercher loin. Exactement. Après, donc, ce qui fait qu'on arrive à faire vraiment des choses très locales. Et notamment, alors là, on s'inclut plutôt dans les sujets d'écologie industrielle et territoriale, mais quand on a eu le cas la semaine dernière, un équipement qui a dû être déplacé, il manquait de moyens de manutention. En fait, nous, on a contacté une entreprise juste à côté qui avait la capacité de fournir ce matériel. Et en fait, ils ont pu être en relation, les deux entreprises. Elles ne se connaissaient pas plus que ça, mais du coup, elles ont vraiment travaillé ensemble sur un projet qui donne du sens parce qu'ils vont réemployer un équipement qui, sinon, aurait terminé en déchets. Et ça, c'est vraiment sur une zone industrielle. Alors, par contre, c'est vrai aussi, il y a certains types d'équipements pour certains projets où là, on doit aller chercher plus loin. Mais c'est quand même, je dirais, plus du local parce que si on regarde sur ces équipements-là, c'est des équipements qui habituellement auraient été achetés à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, pardon, alors que là, au pire, on irait à l'autre bout de la France. Oui. Et sachant qu'aujourd'hui, on a les solutions en France. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a les solutions. Ce qu'il faut, c'est vraiment maintenant les utiliser. Ce retour vers des solutions locales dans une économie qui reste globalisée, je trouve ça tout à fait intéressant. Est-ce que vous avez des entreprises dans votre entourage professionnel, j'allais dire, qui ont sauté le pas et qui ont complètement transformé leur politique d'achat après avoir fait l'indice, par exemple, ou après avoir échangé avec vous et s'être laissé convaincre? Alors, après avoir calculé l'indice breton de l'achat local, en général, elles n'ont pas encore totalement transformé leur politique d'achat. Il faut un peu du temps. Mais en termes d'exemple, je peux vous parler par exemple de Sodimac, qui est un équipementier agricole, qui avait participé à l'expérimentation et qui s'était interrogé sur ses achats et les avait regardés qu'est-ce qui était fait en local, qu'est-ce qui pouvait être fait plus près. Et au final, il y a certains des achats qu'il faisait au loin, qu'il aurait aimé faire plus près. Et puis, il n'a pas trouvé la solution, donc il a décidé d'internaliser l'activité, le travail de la tôle. Et ben, ça crée de l'activité, ça crée de l'emploi, ça participe à la réindustrialisation. Là, on est sur de la relocalisation qui devient de la réindustrialisation. Voilà, c'est ça en fait. C'est que justement, les achats, c'est vraiment un levier pour aller plus loin. En effet, si on trouve en local, c'est très bien. Si on trouve en local et durable, c'est parfait. Mais parfois, il n'y a pas la solution. Et donc, l'entreprise, ça lui permet aussi de se diversifier, de créer de l'emploi et puis d'avoir justement une offre plus large et puis de maîtriser les coûts, de maîtriser les risques. Puisque quand on s'approvisionne au loin, on n'est qu'un client parmi les autres. En fait, on n'est pas prioritaire. Voilà, faut pas se voiler la face. Oui, la relation est tout à fait différente quand on est avec un acteur proche, on est bien d'accord. C'est ça devient un partenaire. C'est pas juste un fournisseur. Donc, quand il y a un problème, on peut chercher la solution ensemble. Arnaud Moulin, cofondateur de Blue Market. Votre boulot, c'est un peu comme Françoise sur les entreprises qui ne pensaient pas à y penser. C'est de convaincre simplement de faire le premier pas. C'est-à-dire de se poser la question et de se dire que c'est peut-être possible. Et derrière, ça va se faire. Oui, exactement. Nous, on a, avec le petit recul qu'on a maintenant de 3 ans, on se rend vraiment compte que ce qui est important, c'est de commencer. C'est-à-dire que on a des industriels qui nous appellent, qui nous disent, voilà, j'ai énormément de choses à faire, évacuez-moi tout mon stock ou alors aménagez-moi toute ma zone de production. On leur dit déjà, c'est tout bête, mais dans vos règles d'achat, comment vous qualifiez un fournisseur ? Et en fait, on essaie déjà de régler, on va dire, les notions très, très basiques organisationnelles sur un petit sujet en disant, ben voilà, déjà essayer d'acheter un transpalette. C'est tout bête. On va voir comment ça se passe. Et puis après, une fois qu'on a commencé à faire quelque chose, progressivement, la démarche se met en place jusqu'à un moment, en général, ça prend 1 an à peu près, au bout d'1 an, où en fait, ça commence à devenir une habitude. Et là, on va toucher plusieurs services. On va avoir les achats, mais on va peut-être aussi avoir la production, parfois la maintenance, des fois des équipes R&D. Et là, en fait, tout le monde s'est rendu compte que oui, il y avait un intérêt à passer le pas. Ça devient une habitude de travail. Ça prend en général 1 an. Après, ça dépend des tailles d'entreprise. Et bien sûr, vous achèterez votre transpalette en France. Ça va de soi. C'était, ma foi, une discussion tout à fait intéressante sur la manière de relocaliser ses achats ou d'acheter autrement, en tout état de cause, d'acheter au plus près de chez soi, qui a du sens à la fois sur le plan écologique et sur le plan environnemental et sur le plan économique. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages cet après-midi ici au salon West Industries à Rennes. Merci, bonne journée.